Et il y a ce rapport de Bercy qui est tombé hier pour dire, a priori, tous les acteurs jouent le jeu. On peut vraiment le comprendre comme ça? Parce que c'est pas forcément le ressenti du consommateur. Alors, non seulement c'est pas forcément le ressenti du consommateur. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact direct sur le porte-monnaie et que le consommateur, vous savez que les Français, finalement, ont une gestion très comptable de leur budget alimentaire, puisque un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. C'est-à-dire quand il a décidé de dépenser 35 €, il n'ira pas au-delà de 40. Donc avec une inflation qui est à 10%, vous arrivez très vite à comprendre qu'il va falloir faire des arbitrages sur des volumes. Alors cette histoire d'Intermarché, oui en effet c'est très simple, c'est parce qu'aujourd'hui les commerçants sont aussi devenus des producteurs de produits, parce qu'ils vendent leurs produits à marque propre et donc à un moment ils ont la capacité de comparer tous les processus de fabrication et de dire attention, nous, on sait que oui, il y a une augmentation du transport, de l'emballage, de la collecte du produit, de la matière première, et on n'arrive pas au même chiffre que vous. Et c'est vrai qu'actuellement, on rentre dans une période, pour que les Français comprennent bien quelle période de l'année on se situe. Oui. On se situe dans une période où il y a un choc, une confrontation qui s'opère entre les industriels, ceux qui fabriquent les produits que nous achetons dans les magasins, et les commerçants qui les vendent. Et c'est à ce moment-là, on rentre dans une négociation où on est en train de discuter, de savoir finalement à quel prix je vais t'acheter les produits et du coup à quel prix je vais le vendre. Et c'est pourquoi Michel-Édouard Leclerc dit ça aujourd'hui. Mais quand même, est-ce qu'il y a des profiteurs de crise? Est-ce que quelqu'un peut... Ça a été très difficile à démontrer. Moi, je vous dis non. Et je pense qu'on se trompe à chercher des boucs émissaires dans une crise de cette gravité-là. Qu'il y ait peut-être ponctuellement l'un ou l'autre qui profite, oui, c'est pas exclu. Mais il y a maintenant plusieurs rapports, et le ministre de l'économie les a relayés ce week-end dans différentes interviews, qui disent qu'il n'y a pas de profiteurs dans la chaîne alimentaire. Ni les agriculteurs qui ont juste encore plus besoin de revenus d'ailleurs, ni les commerçants et ni les industriels, où on voit chez ces deux-là que les marges ont baissé. Donc on est tous en train de trouver des solutions pour rester dans le discount, rester dans la compétitivité. Je vois Franck qui hausse les sourcils. Non, qui simplement s'interroge. Est-ce que vous pouvez être sûr que, bien que le rapport de l'inspection générale des finances dise qu'il n'y ait pas de profit, mais sur un certain nombre de produits simplement limités, est-ce que vous êtes sûr que certains industriels n'ont pas joué au jeu qui consiste parfois à stocker un petit peu des produits et puis à les relâcher progressivement sur le marché en attendant des cours meilleurs et non pas des jours meilleurs? Mais c'est tout le travail des commerçants que nous sommes dans les fameuses négociations qui ont eu lieu tout au long de l'année. Notre travail avec nos équipes, c'est de faire la part des choses. On a des éléments de comparaison, on a des repères, on sait, on demande un certain nombre de choses à nos industriels dans la discussion. Plus ils sont transparents, plus ils nous donnent les éléments, plus c'est facile pour nous de répercuter et de l'expliquer. Plus on a des doutes, plus c'est pas clair, et moins on répercute. Donc face au risque que vous mettez en avant, on discute et on fait notre travail. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire quels sont les produits en tension, les produits dont vous pourriez manquer? Est-ce qu'on parle vraiment de pénurie, de risque de pénurie? Alors, pas de panique sur des sujets de pénurie. J'ai pris la parole sur ce sujet il y a quelques jours et je n'ai pas utilisé le mot de pénurie, j'ai utilisé le mot de rupture. On voit bien quand on circule dans les magasins actuellement, et les panélistes le disent, qu'il y a plus de ruptures que d'habitude. Et donc ça, c'est une réalité. Post-Covid, on n'est pas revenu à la situation d'avant le Covid, pour plein de raisons. Mais ces ruptures, souvent, elles durent quelques jours, une semaine, 15 jours, et elles reviennent parce qu'il n'y a pas eu de chauffeur routier, parce que ils n'ont pas pu nous livrer, parce qu'à un moment, on a coupé une chaîne, parce qu'il n'y avait plus d'ouvriers sur la chaîne. Il y a plein actuellement de facteurs qui expliquent qu'il y a des ruptures. Et aujourd'hui, c'est quoi? Et aujourd'hui, ça peut être un peu de tout, ça concerne un peu tous les rayons, des ruptures de fond. On est à un mois quasiment de Noël, ce sera plus dur par contre d'avoir du foie gras pour les fêtes cette année parce qu'il y a eu la grippe aviaire. Il y aura peut-être aussi un peu moins de volailles. Il y a un sujet dont on a déjà parlé, c'est un peu le beurre. Il y a une forte sécheresse, moins de production de lait, donc moins de production de crème et donc de la tension sur le beurre, mais pas de pénurie sèche dans les prochaines semaines. Ne faisons pas peur aux Français là-dessus aussi. Il y a quand même une pénurie de matières premières. On manque de verre, par exemple. Et alors, on s'interroge, est-ce que la suite, c'est carrément changer nos habitudes, par exemple, boire le vin en canette? Non, mais vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce qui nous attend? Puisqu'en fait, ça s'installe et c'est une conséquence des plusieurs crises qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, le retour des consignes ou tout un tas d'habitudes de consommation qu'on avait oubliées, qui dataient de plusieurs années. C'est ce qui nous attend ou pas? Oui, bien sûr. Tout ça est en train d'évoluer. Il n'y a pas de choix. Et puis aussi, vous avez aussi les comportements des consommateurs. On voit des générations entières qui sont en train de modifier leurs habitudes de consommation. Typiquement sur, par exemple, la viande ou les produits laitiers. On voit les jeunes qui en achètent moins que des générations plus âgées comme la mienne, par exemple. Et donc, c'est toute cette adaptation, finalement, au comportement de consommation, alliée, en effet, à quand même des tensions. J'aime bien la différence entre la notion de pénurie et la notion de tension, parce que cette tension existe, mais sur une logique dans laquelle, où je vous rappelle que dans nos hypermarchés, dans nos supermarchés, on a un des plus grands choix de produits disponibles au monde. Ça veut dire qu'en effet, lorsque la marque préférée que j'ai l'habitude d'acheter de mes yaourts depuis 10 ans, eh bien, j'ai fait tout à côté, je vais trouver une marque de distributeur ou une autre marque disponible qui va m'offrir à peu près le même type de yaourt. Ça va continuer à fonctionner. Donc ne parlons pas de pénurie, mais de tension. En fait, cette crise est un accélérateur de changement. Quand il y a une crise, quand il y a de la tension, on est tous, les industriels, les producteurs, les commerçants, en train de trouver des solutions pour nous adapter. Et aujourd'hui, j'étais en réunion chez Système U avec nos équipes. On a parlé, par exemple, du réemploi. On est en train de développer des tests sur le pot de confiture, par exemple, qui est en verre. Oui. On va récupérer les pots en verre de la confiture pour ne pas les jeter et les réutiliser, les re-remplir. C'est-à-dire que nous-mêmes, on pourra revenir avec notre pot de confiture. C'est ça. Absolument. Ce test-là... Ou la bouteille de vin. Enfin, je ne sais pas pourquoi on revient toujours au vin. Mais... Je vais vous donner un chiffre. Juste ça, c'est 75% d'énergie en moins que si vous le donnez à la collecte de verre pour le piler et 33% d'eau en moins consommée. Voilà. Rien que ça. Mais tout à fait, mais absolument. Le vin, mon magasin, puisque je suis toujours dans un magasin chaque fin de semaine, le mien en Alsace, on continue depuis toujours à consigner les bouteilles en verre. On vend la bière en bouteille verre, le vin. Et donc, c'est ce type d'organisation-là qui va sans doute se redéployer dans les prochains temps pour trouver des solutions pour le pouvoir d'achat et aussi pour la transition écologique, puisque c'est moins de production, moins de consommation d'énergie. Et donc, voilà, moi, ce que je dis aussi derrière cette période qui est difficile, qui est préoccupante, il faut qu'on cherche des solutions, mais elle est aussi un accélérateur de changement et voyons-y aussi de la créativité, et trouvons des nouvelles solutions et tournons peut-être aussi la page d'un certain système de consommation qui a été le nôtre pendant 40 ans et on va aller vers autre chose sur un certain nombre de points. Mais à court terme, aidons les Français. Il y a quand même, justement, puisqu'on parle des difficultés rencontrées par les Français, il y a plusieurs indicateurs qui inquiètent, notamment le nombre de vols dans les supermarchés qui augmente, selon l'Association des métiers de la sécurité, plus 10% en un an. Ça aussi, vous le voyez ? Écoutez, ça, c'est pas un sujet qui nous préoccupe à date. On est vraiment sur, encore une fois, sur d'autres sujets. Mais ça raconte peut-être aussi la misère dans laquelle plusieurs familles sont ça traduit sans doute ça. Moi, je ne confirme pas ces chiffres-là, je ne les ai pas. Qu'après, dans les périodes difficiles, il puisse y avoir des difficultés davantage pour certains, évidemment. Mais ce n'est pas un phénomène aujourd'hui majeur chez nous du tout. Quels sont les produits les plus compétitifs ? Je voyais que les articles premier prix réussissent à rester attractifs, qu'il y en a même qui sont plus compétitifs que l'an dernier. Je dis pas moins cher, plus compétitifs quand on les compare aux autres produits du même type. Par exemple, les fromages à pâte molle, les conserves de thon augmentent moins vite que la moyenne dans la catégorie. Alors, il y a un phénomène actuellement d'évolution du comportement des consommateurs qui, pour trouver des solutions de pouvoir d'achat, abandonnent un peu la grande marque pour aller vers le produit distributeur qui, effectivement, est plus compétitif. C'est une réalité. Et certains vont encore vers le produit même premier prix. On fait tous, chez nous, ça s'appelle mini prix. Et c'est vrai que les ventes de ces produits-là exposent. Ce sont d'excellents rapports qualité-prix. Et c'est un phénomène massif qu'on a actuellement. Et la préoccupation que moi j'ai derrière ce phénomène, c'est la qualité de l'approvisionnement. Parce que derrière tout ce qu'on vient de décrire, et face notamment au prix de l'électricité et de l'énergie, on se retrouve actuellement face à des entreprises qui nous disent « Attention, je vous produisais jusqu'à présent tel ou tel produit. Dans 3 mois, je vous préviens, je vais arrêter parce que cette chaîne me consomme trop d'électricité, je vais arrêter. » Et donc, la priorité de nos acheteurs actuellement, elle est d'avoir des relations bonnes et durables avec un certain nombre d'industriels pour assurer l'approvisionnement dans le temps d'un certain nombre de produits. C'est ça aussi qu'on a devant nous.
Face à ce phénomène d'inflation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi quelques changements marketing dans vos magasins? Par exemple, vendre certains produits sur des conditionnements un peu plus importants, ce qui ferait baisser le prix, vendre un peu plus en vrac, ce qui est encore très peu développé dans la grande distribution en France, et tout cela mis bout à bout, irait peut-être dans le sens du consommateur, non? Mais ça va tout à fait dans l'esprit des changements qu'on décrivait tout à l'heure. La vente en volume, elle est là. Le premier critère de choix actuellement, c'est la promotion. La promotion, c'est quoi? C'est souvent du gros volume. C'est 3-4 paquets avec un paquet offert, par exemple. Ça, c'est le premier critère d'achat. Ça permet de continuer au client à accéder à sa marque à prix moins cher. Le vrac, c'est plus délicat. Il y a eu un coup d'arrêt pendant le Covid pour des raisons d'hygiène, de sécurité sanitaire, et on a du mal à revenir un peu au rythme soutenu qu'on avait un peu avant. Ça reviendra sans doute, mais moi j'observe que c'est pas un mode de vente qui fait l'enthousiasme des clients sur le terrain. Pour illustrer très rapidement l'évolution des comportements des consommateurs et ces tensions quand même sur le pouvoir d'achat, on note aussi une fréquence qui a légèrement augmenté. Ça veut dire que finalement, les consommateurs vont un peu plus souvent en magasin. Pourquoi? Parce que les budgets sont tendus, donc on y va un peu plus panier pour faire des paniers un peu plus petits. Et on voit en effet de la tension sur une certaine catégorie de produits qui sont des produits, ce qu'on peut appeler impactants, c'est-à-dire qu'ils vont peser dans le panier. Donc typiquement, vers le 20, 22 du mois, eh bien, on va vendre un tout petit peu moins de lessive, par exemple. Pourquoi? Parce que la lessive, ça coûte cher. On va peut-être vendre un petit peu moins de viande parce que ça coûte cher. Et donc, on voit ces arbitrages-là évoluer dans les magasins parce que les consommateurs, je vous le disais tout à l'heure, travaillent vraiment à l'euro près le budget alimentaire. C'est ça qui est absolument décisif. Pour donner juste un chiffre, le budget moyen alimentaire des Français par mois, c'est aux alentours des 300 €. Mais dans ces 300 €, vous avez d'un côté, c'est les foyers les plus modestes qui sont à 213 € à peu près en moyenne, et puis les foyers un peu plus installés qui sont à plus de 550 €. Et donc c'est vrai, l'histoire n'est pas la même. Oui, c'est vrai que ça raconte bien le moment de la crise qu'on vit. Je ne sais plus si c'est vous qui donniez cet exemple, que les Français allaient peut-être continuer à acheter de la lessive, mais l'adoucissant, on arrête, quoi. Il y a des choix à faire. Exactement. Les gens vont aussi vers l'essentiel. Ils arbitrent moins de non alimentaires. Donc là, c'est moins de textiles, moins de produits de bazar. Et dans la lessive, ça va effectivement être plus peut-être seulement la lessive et moins l'assouplissant. Également dans les produits de beauté et beaucoup dans les produits traditionnels. La boucherie, la poissonnerie, ils viennent d'être cités, c'est vrai, je confirme. Ce sont des produits qui pèsent cher dans le panier, donc on en achète moins souvent, mais quand on en achète, on en achète de qualité. Ouais. Voilà, et puis il y a aussi le réflexe écolo de dire j'arrête de manger de la viande. Peut-être qu'il y a un changement. Alors ça, c'est une autre tendance. Alors il y avait une tendance à la baisse avant le Covid. Pendant le Covid, tout le monde s'est remis à cuisiner et à apprécier de recuisiner une bonne viande. Donc c'est un peu revenu pendant la crise Covid. Oui, Franck? Deux remarques peut-être. Vous inquiétez sur la baisse des ventes des produits non alimentaires, mais est-ce que la tendance n'était pas déjà enclenchée parce que vous souffrez là d'une concurrence assez hard des vendeurs en ligne, d'Amazon pour ne pas le citer, et ça vous aurez peut-être du mal à le récupérer de toute manière. Ensuite, deuxième question peut-être également aussi pour vous réconcilier avec les consommateurs, est-ce que l'ensemble de la grande distribution ne pourrait pas mettre fin à cette pratique qu'on appelle dans un mauvais anglais la shrinkflation, c'est-à-dire qui consiste à réduire le contenant des emballages en laissant le même prix, ce qui est quand même assez troublant. Le consommateur a l'impression qu'on le prend pour un imbécile. Alors première question sur le non alimentaire. Vous savez, chez U, le non alimentaire qu'on fait, il continue à fonctionner. Comment dire, les tables de camping pour la saison plein air, le jardinage, les jouets de Noël il y a quelques jours, tout ça, ce sont des marchés qui fonctionnent encore très bien en général, je veux dire, et dans nos magasins qui ont des grands succès. Donc ça, je dirais, moi, je crains pas la concurrence d'Internet sur le non-alimentaire. Sur la shrinkflation, on est contre chez U, on se bat avec les industriels contre. Il y a des industriels qui sont, comment dire, amateurs de cette pratique-là. On se bat chaque année. Ce n'est pas correct vis-à-vis du consommateur. Oui.